Bonjour. Alors, on va attendre que tous les participants soient arrivés. Et comme ça, on va pouvoir démarrer donc ce webinaire qui concerne les risques psychosociaux et notamment la procédure d'enquête pour les élus du CSE. J'attends que tout le monde se connecte. Comme ça, je vous explique comment interagir avec moi pour que tout le monde soit au courant et sache ce qu'il convient de faire. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et après, on démarrera. Bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bienvenue sur ce webinaire donc, sur les risques psychosociaux et notamment la procédure d'enquête pour les élus du CSE. Comme je disais, j'attends encore 1 ou 2 minutes que les autres participants se connectent aussi. Et puis comme ça, après, on va pouvoir commencer et je vous expliquerai comment vous pourrez interagir avec moi. Allez, on va commencer. Ça fera certainement venir les derniers inscrits. Donc rebonjour à tous, je suis Juliana, donc juriste spécialisée en droit du travail et ressources humaines, et donc j'ai le plaisir d'animer pour vous aujourd'hui le webinaire concernant les risques psychosociaux et notamment la procédure d'enquête quand on est élu du CSE. Donc je vais vous donner les principes généraux concernant cette thématique. N'hésitez pas à interagir avec moi. Vous n'avez pas la main oralement par souci de confidentialité. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions ou à demander la parole via la capsule de chat pour que je puisse ensuite activer vos micros et vous faire intervenir si vous préférez me poser des questions donc en direct. Et sinon, vous pouvez donc écrire dans la capsule de chat, sachant que le webinaire est enregistré, donc nous sommes en direct, et qui sera disponible à la relecture en replay par la suite, si jamais vous avez besoin d'y revenir. Donc les risques psychosociaux, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, parce qu'il y a une sorte, alors sans que ça soit péjoratif du tout, mais une sorte d'effet de mode déjà, et parce que le législateur est venu mettre l'accent là-dessus, notamment avec les réformes qui sont entrées en vigueur au mois de mars l'année dernière, mars 2022, qui fait que on va avoir une interaction plus importante entre l'employeur, la direction ou les représentants de la direction et les élus du CSE. Sachant qu'avec la réforme à l'époque des élus du CSE, donc qui fait basculer les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT en une seule et même entité qui est le CSE, les élus du CSE ont pour mission principale, parmi d'autres, la sensibilisation et l'implication dans tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail. À l'époque, on pensait les inclure notamment sur toutes les problématiques liées au stress au travail, discrimination, harcèlement. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'élargit sur un facteur et sur une famille plus générale qui est donc les risques psychosociaux. Ça n'enlève pas, bien sûr, l'implication et les obligations de l'employeur. L'employeur reste complètement maître et responsable totalement en la matière, puisque, en termes de santé, sécurité, conditions de travail, l'employeur a une obligation de résultat. Donc c'est vraiment sur lui que tout repose. Pour autant, les élus du CSE sont acteurs et font partie des acteurs principaux dans l'entreprise pour tout ce qui est gestion en amont, pendant et après un risque psychosocial qui aurait été diagnostiqué, qui aurait été soulevé, ou alors une autre problématique liée au stress au travail ou harcèlement ou autre. On fait très attention aux termes qu'on va employer.
puisque les risques psychosociaux sont, on va dire, une grande famille, et on peut parler de risques psychosociaux sans pour autant parler de discrimination, sans pour autant parler d'inégalité professionnelle, voire même de harcèlement. Donc il va falloir mettre des mots de façon très stricte et très juste afin que les procédures soient respectées et qu'on parle bien de la même chose, quitte à sensibiliser aussi du coup aussi bien les employeurs que les salariés sur les bonnes notions, puisque l'enquête, les responsabilités, les enjeux et les risques ne sont pas les mêmes. Donc, de façon plus générale, on peut dire que les risques psychosociaux, il y en a tout autant qu'il y a de situations de travail. À partir du moment où une situation de travail serait mal gérée ou mal appréhendée, il peut y avoir des conséquences néfastes, voire même graves sur le salarié. Et c'est ce qu'on appelle en fait des risques psychosociaux. Le stress, le mal-être au travail, l'épuisement professionnel, voire même un début ou une dépression et le déclenchement d'addictions. Addictions en tout genre, hein, alcool, drogue, mais aussi sur d'autres sujets. Il peut y avoir même jusqu'à des violences, du harcèlement et des tentatives de suicide. Pourquoi on parle de risques psychosociaux de plus en plus? En fait, on est parti d'un élément le plus grave qui a été des tentatives de suicide, voire même des actes de suicide dans des grosses boîtes françaises qui ont mis en lumière le mal-être au travail, le burn-out, le stress et tout, qui a fait que on ne s'est plus attardé uniquement sur le stress au travail dans les entreprises et qu'on en a fait une plus grande généralité, qu'on a ouvert davantage à la thématique et du coup au terme risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ils existent dans n'importe quel secteur d'activité, à tout poste confondu. Il peut y avoir plusieurs facteurs principaux qui favorisent le développement des risques psychosociaux. Donc on fait bien attention. Là, je parle uniquement des facteurs, c'est-à-dire ce qui va créer, ce qui va engendrer les risques psychosociaux. Il peut y avoir, par exemple, les exigences au travail, une trop grande autonomie à votre poste, ou au contraire, pas assez d'autonomie par rapport aux responsabilités et à la mission que vous avez. Une charge de travail qui serait excessive, des dépassements d'horaires, des objectifs qu'on vous fixerait qui seraient disproportionnés. En termes de facteurs principaux de risques psychosociaux, on retrouve aussi l'environnement de travail, un mauvais management, une injustice entre salariés, une promiscuité même physique trop importante. Je pense par exemple aux open space. Il peut y avoir aussi comme facteur la prise en compte des qualités, des valeurs, des attentes du salarié, ou au contraire justement la non prise en compte, comme l'absence de formation professionnelle, une rémunération qui ne serait pas appropriée par rapport à l'investissement et par rapport aux compétences et aux formations du salarié. Un déséquilibre créé par la vie professionnelle, entre vie professionnelle et vie privée. Autre facteur qui existe et qui a été recensé, ce sont aussi tous les changements qu'il peut y avoir dans l'entreprise, suite à une réorganisation ou une restructuration, suite à la mise en place de nouvelles technologies. Tout va dépendre vraiment du secteur d'activité et du poste que vous occupez. Les risques psychosociaux, peuvent exister et sont tout autant possible qu'il y a aussi de salariés, puisqu'il y a quand même un enjeu humain très important et une part assez subjective. Chaque salarié, déjà tout au long de sa carrière et de sa vie professionnelle, ne va pas accepter, ne va pas subir les mêmes choses de la même manière en fonction de son évolution, en fonction de son bien-être au travail et puis en fonction de comment il évolue lui-même personnellement. Et puis, il va y avoir aussi une nuance entre salariés. Un salarié peut très bien encaisser, on va dire, ou supporter une certaine charge de travail, mais ça ne va pas être le cas de son collègue. Donc, il va y avoir des nuances. Et pour pouvoir ensuite savoir si risques psychosociaux il va falloir tenir compte de ces nuances sans pour autant pencher plus d'un côté que de l'autre. Et pour savoir du coup si des facteurs RPS sont présents et représentent un risque avéré dans l'entreprise, on va donc se servir de ce qu'on appelle des indicateurs. Et là où la loi ne nous aide pas trop, c'est que à la fois
la définition et la procédure et l'encadrement des risques psychosociaux ne sont pas formalisés clairement dans le Code du travail, que nous avons des exemples de facteurs permettant ou favorisant les risques psychosociaux, comme je vous en ai donc donné des exemples, et qu'on nous dit que ces facteurs peuvent être quantifiés moyennant donc une procédure interne à l'aide d'indicateurs. Et là, par contre, le législateur ne nous donne pas d'indications concernant ces indicateurs, donc c'est à chaque entreprise de jauger, de déterminer, de définir les indicateurs qui vont leur permettre de savoir si un facteur RPS est révélé ou non et le degré de gravité. Donc, bien évidemment, ensuite, on a des organismes, on a des institutions en France qui se sont penchées sur la question, l'INRS notamment, donc l'Institut national de recherche qui a fait des publications très intéressantes et très complètes sur la notion de facteur RPS et sur comment cibler voilà, vos indicateurs et tout ça. Mais d'un point de vue légal pur, on n'a pas de règles en la matière. On nous dit juste que l'employeur, donc effectivement, a une obligation de résultat en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, c'est lui qui doit tout mettre en œuvre et qui est le garant de la sécurité aussi bien physique que mentale de ses salariés dans l'entreprise. Donc, il doit tout faire, même en matière de stress au travail et donc, par extension, même en matière de RPS. On nous dit qu'il existe donc des procédures à mettre en place. On nous dit aussi qu'il y a une sensibilisation et donc une anticipation des RPS pour ne pas justement qu'ils apparaissent, que si jamais ils venaient à exister, il y a une procédure qui doit être mise en place pour y pallier et pour arrêter, pour stopper le RPS et pour le résoudre, et ensuite qu'il doit y avoir un suivi de façon à ce que ça ne se reproduise plus et qu'il y ait donc une amélioration des conditions de vie, de conditions de travail et de bien-être au travail de la part pour les salariés. Mais on ne nous en dit pas plus. Et on nous dit aussi que le CSE est un des acteurs donc principaux, qu'il a une obligation d'intervenir en la matière, donc soit par des campagnes aussi de sensibilisation en amont selon les idées et selon ce qu'ils veulent mettre en place, mais aussi par des campagnes d'information et en termes d'action pure, si le RPS donc est révélé, par une intervention de la part d'élus du CSE, par le biais donc d'une procédure d'enquête, et par la suite, si besoin était, d'une procédure de suivi, voire même d'expertise. N'hésitez pas à écrire sur la capsule de chat si vous voulez que je revienne sur certains points ou autres, si vous avez besoin de précision. Donc, quand on en est à l'étape un risque psychosocial qui se serait révélé dans l'entreprise, donc ça sous-entend qu'il y a eu un signalement ou une remontée d'informations, soit par le salarié victime directement, soit aussi par le biais de collègues de boulot, parce que ça peut arriver aussi que le salarié victime soit trop timide ou n'ait pas envie ou ait peur même de faire remonter une telle information. Attention, les risques psychosociaux peuvent se révéler soit entre salariés de même catégorie, donc au même niveau, ce qu'on appelle au niveau de la strate horizontale, mais aussi par le biais d'un manager, donc avec un N+1, voire même un N+2. Et c'est là que des fois, les salariés peuvent avoir peur de se manifester et vont avoir tendance, pour certains, ce n'est pas une majorité, à se renfermer, et ça peut aggraver les situations. Donc, en termes de risques psychosociaux, ce qui a été défini et ce qui peut vous permettre d'analyser les familles et donc les facteurs de risques psychosociaux, c'est l'intensité, le temps de travail, tout ce qui est surcharge au travail, tout ce qui est existence d'objectifs qui ne seraient pas réalistes ou qui seraient trop flous, donc le cadre ne serait pas assez posé ou ne serait pas posé de façon assez régulière. De trop longues journées de travail, des instructions qui seraient contradictoires, soit par le biais d'un seul manager, soit par le biais de plusieurs donneurs d'ordre. Il pourrait y avoir des horaires atypiques, il pourrait y avoir aussi des urgences ou en tout cas des imprévisibilités dans les horaires de travail.
Tout ça, c'est ce qu'on fait rentrer dans le premier facteur de risque psychosociaux qui est l'intensité et le temps de travail. Deuxième facteur de risques psychosociaux, c'est tout ce qui est exigence émotionnelle. Et là, il va y avoir une part humaine très importante et donc ça peut être individuel et le degré de perception peut être différent entre les salariés. Tout ce qui est tension avec le public, contact avec un public en souffrance ou avec des collègues de boulot qui auraient une détresse humaine qui pourrait découler sur nous, pardon. Une exigence de devoir cacher ses émotions, de devoir toujours avoir une attitude impassible. Donc tout ça, ce sont les exigences émotionnelles, ça peut être assez abstrait. Et pour autant, ça fait partie d'un mal-être au travail qui est considéré comme le deuxième facteur de risques psychosociaux en France. Autre facteur, le manque d'autonomie, de faibles marges de manœuvre pour faire son travail ou au contraire de trop grandes marges de manœuvre, une trop grande autonomie, un rythme de travail qui serait imposé, pas pouvoir développer ses compétences ou alors participer aux décisions alors que notre poste pourrait le permettre. Autre facteur, des rapports sociaux au travail dégradés. Là, ça serait plutôt des relations conflictuelles avec les collègues de travail ou avec la hiérarchie. Aucune perspective de carrière, ou alors la non-reconnaissance aussi du travail accompli. Cinquième facteur, les conflits de valeurs. Le fait de ne pas être fier de son travail, de ne pas pouvoir faire un travail de qualité parce qu'on en est empêché selon une méthodologie ou selon une manière d'être managé. Et dernier facteur qui a été recensé, c'est tout ce qui est lié à l'insécurité de la situation de travail, la peur de perdre son emploi, le non-maintien de son niveau de salaire, le fait d'être en contrat de travail précaire, des projets de restructuration où on communiquerait mal en plus concernant ces projets, une incertitude sur l'avenir de son métier. Donc voilà, ça, ce sont tout autant de facteurs qui génèrent donc du risque psychosocial dans l'entreprise et dont il faut tenir compte, qui vont permettre ensuite de pouvoir interagir, de pouvoir intervenir. Et en la matière, le rôle du CSE donc, est très, très important parce que les élus du CSE, soit de façon plénière, soit par le biais de la commission SSCT, doivent surveiller les indicateurs favorisant les risques psychosociaux. Donc, je rappelle que les risques psychosociaux, ce sont des risques aussi bien pour la santé mentale et physique qui seraient engendrés par les conditions de travail ou par des facteurs organisationnels liés au travail, susceptibles d'interagir avec un fonctionnement mental. Donc vraiment une implication, un rôle lié au travail qui est prépondérant, qui est même essentiel et qui engendrerait un risque sur la santé mentale, psychique ou physique du salarié. Donc, il faut faire attention aux facteurs et il faut bien analyser du coup les indicateurs. Le CSE doit donc suivre ces indicateurs, voire même aider l'employeur à les créer. Tout ce qui est exigence dans les missions de travail, tout ce qui est exigence émotionnelle, absence d'autonomie, conflit entre les personnes, conflits moraux ou insécurité d'emploi doivent être pris en compte par les élus du CSE, ce qui sous-entend aussi que des remontées d'informations doivent leur être faites ou alors que les élus du CSE doivent aller chercher ces éléments pour être sûrs que tout se passe bien ou alors que si problématique il y a, eux puissent intervenir. Justement, comment les élus du CSE vont pouvoir intervenir en la matière? Ils vont avoir plusieurs possibilités selon le degré et le point où on en est concernant les RPS. Donc, pour ce qui est de l'enquête, déjà, en termes de RPS, je vois bien vos questions, hein, j'y réponds après, puisque dans le déroulé, vous aurez déjà une partie des réponses. Hein. Concernant le droit d'enquête,
il y a ce qu'on appelle, il y a deux types d'enquêtes. Il y a l'enquête déjà simple qui est liée au RPS, c'est-à-dire qu'on a un signalement de RPS, l'employeur donc est au courant, les élus du CSE sont au courant et ils ont la possibilité du coup d'intervenir et ils vont agir sur l'enquête. Donc il va y avoir une évaluation de ce RPS ou de ces RPS pour pouvoir agir du coup en conséquence. Ça, c'est l'enquête qu'on dit du coup classique, c'est-à-dire qu'il y a un premier signalement, on s'organise en amont de la réunion, puis il y a une réunion qui se tient et on décide donc de réaliser l'enquête. Il y a donc le démarrage de l'enquête avec le contour de l'enquête qui a été défini en amont, hein, voire même la décision d'enquêter ou non en fonction des éléments. Souvent, il est quand même préconisé de faire cette enquête, ne serait-ce que pour faire une meilleure restitution à tous les protagonistes, on va dire, de la situation. Il y a différentes étapes dans l'entretien, dans les entretiens à tenir, et ensuite un compte rendu qui va se faire. Donc, c'est vraiment très important pour les élus du CSE de respecter toutes ces étapes-là et d'agir, même si l'employeur n'a pas le temps ou n'a pas les outils nécessaires ou n'est pas suffisamment informé, ça peut arriver, ou alors même s'il est de mauvaise foi, le CSE a la possibilité donc de provoquer une réunion extraordinaire pour organiser du coup les contours de l'enquête, savoir qui va intervenir, comment, est-ce qu'on réalise vraiment l'enquête ou autre, qui va s'occuper de l'enquête, quel va être le contenu de l'enquête, comment vont se dérouler les entretiens et comment va se dérouler le compte-rendu. Sachant que, bien évidemment, on va tenir compte à titre principal des souhaits de la victime, de la personne en tout cas qui a fait le signalement ou qui est directement concernée par le RPS si ce n'est pas elle directement qui a fait le signalement, puisque cette personne, des fois, ne veut pas qu'on sache, ne veut pas qu'on s'y attarde, elle avait juste besoin de se confier. Il va falloir se mettre d'accord au sein de l'entreprise pour savoir quand même quelle conduite à tenir avec cette personne et jusqu'où va aller l'enquête en fonction de ce qu'elle dit. Le principe du contradictoire impose nécessairement que donc, la personne qui se sent victime et qui souffre d'un RPS soit entendue, mais aussi les personnes à l'origine ou la personne à l'origine de ce RPS devront aussi être entendues, voire même des témoins, des collègues de travail, dans la même unité de travail, dans le même service, ou voire même de façon plus générale. Les élus du CSE, comme les employeurs, peuvent aussi être accompagnés, soit par l'inspection du travail, soit par la médecine du travail, pour pouvoir être aidé, un psychologue du travail s'il y a une unité dans cette entreprise, de façon à pouvoir vraiment avoir une enquête la plus complète possible, la plus impartiale possible, puisque là, on va vous demander de laisser vos émotions de côté le plus possible et de vous en tenir qu'à des éléments très factuels et des process internes quand ils existent. S'il n'y a pas de process en interne, il faut les créer pour donner un cadre de façon à ce que toutes les enquêtes et toute la procédure soient suivies de façon équitable. Suite aux entretiens, il va y avoir un compte-rendu qui va être fait donc de la part des élus du CSE avec des propositions ou un retour en tout cas concernant l'enquête et les personnes donc intéressées vont être informées avec des actions du coup à mettre en place et à suivre. Attention, le suivi en termes de RPS est très 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 important, à la fois pour les élus du CSE et bien sûr pour l'employeur, parce que je vous rappelle que c'est lui qui a l'obligation de résultat. Deuxième type d'enquête, où là on monte un petit peu en termes de degré de gravité et de responsabilité, ça serait l'enquête concernant une procédure de droit d'alerte.
Donc là, on serait vraiment dans une phase à la limite du contentieux, on va dire. Je rappelle que le droit d'alerte, c'est le droit d'alerte par n'importe quel salarié de l'entreprise ou alors donc par les élus du CSE qui ont écho, qui ont l'information d'une situation dangereuse pour les salariés et qui donnent la sonnette d'alarme auprès de l'employeur pour que l'employeur intervienne de façon urgente et immédiate sur cette alerte et du coup soit obligé d'intervenir. Et suite à ce droit d'alerte, qui est prévu donc par le Code du travail, il y a une enquête qui est mise en place et qui va être suivie à la fois donc côté employeur et aussi donc par les élus du CSE. Donc là, on est vraiment sur une procédure beaucoup plus stricte et dans une situation beaucoup plus dangereuse pour les salariés et beaucoup plus importante. Il peut y avoir du coup un droit d'alerte qui va être signalé en termes de RPS et donc une enquête RPS qui va découler par rapport à ce droit d'alerte qui a été donné en termes de RPS pour tout ce qui est atteinte aux droits des personnes, tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail, danger grave et imminent, qui nécessiterait donc du coup le droit d'alerte qui aurait été donc mentionné et l'enquête qui en découle. On me pose la question, comment surveiller ces facteurs? Faut-il les objectiver et établir un référentiel? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais. Donc, soit par le biais de la commission SSCT, soit les élus du CSE de façon collégiale, vont devoir définir des indicateurs qui vont permettre de jauger justement ces facteurs dans l'entreprise. On n'attend pas qu'un salarié se retrouve en difficulté ou dans une situation de souffrance pour intervenir. Il y a tout un process en amont pour anticiper, pour sensibiliser et pour prévenir justement des risques psychosociaux. Donc là, ça va être important de créer même peut-être un groupe de travail qui va, au sein de chaque entreprise, du coup, fixer des indicateurs qui vont être cohérents et en lien avec l'activité et les différents postes de travail, pour fixer des indicateurs qui vont permettre pour vous ensuite de jauger et d'objectiver les facteurs RPS dans votre entreprise. Est-ce qu'on a des experts à vous conseiller pour vous faire accompagner dans le cadre des enquêtes, un support à nous communiquer? Quelles sont les étapes à suivre, un modèle de compte rendu? Donc ça peut faire l'objet effectivement de prestations personnalisées pour les élus du CSE par le biais donc des différentes prestations que propose CSE Assist. Vous pouvez ensuite donc nous contacter par mail pour qu'on vous mette effectivement en contact avec des experts quand vous seriez du coup voilà, dans le cadre de l'expertise ou de l'enquête liée au droit d'alerte. Nous-mêmes avons la possibilité de vous accompagner par le biais d'audit ou par le biais donc d'un accompagnement spécifique aux élus du CSE pour créer avec vous les supports ou pour vous aider à vous positionner vis-à-vis de l'employeur lors de vos réunions CSE. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'enquête en tant que telle? Alors, les deux notions d'enquête, hein, du coup, l'enquête, on va dire, classique et l'enquête en termes de droit d'alerte. Je rappelle hein, que la procédure d'alerte donc dépend de la forme du danger et que les élus du CSE donc ont toute latitude pour prononcer donc ce droit d'alerte en cas donc de danger grave et imminent et qu'il peut y avoir du coup une enquête RPS qui en découle avec une expertise. Les délais et le format de l'expertise sont encadrés par le Code du travail. Et pour prévenir et identifier les RPS, le CSE a vraiment un grand pouvoir d'action puisqu'il a tout autant la possibilité de communiquer auprès des salariés
que de faire connaître les actions du CSE qui seraient mises en place, des actions de communication, mais aussi des actions beaucoup plus concrètes. Ils ont la possibilité, voire même le devoir de maintenir le lien avec les salariés pour que la communication se fasse dans les deux sens. Comme je vous disais, il y a aussi ce suivi des indicateurs qui doit être honoré par les élus du CSE, et l'employeur ne peut pas empêcher les élus du CSE de mettre en place et de suivre ces indicateurs. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous dis indicateurs, je vous ai donné des exemples donc de facteurs. Des exemples d'indicateurs, ça pourrait être le nombre d'absences, par exemple, par mois au sein d'un service ou au sein de l'entreprise. Le nombre d'arrêts maladie qui seraient d'origine professionnelle ou non professionnelle. Ça pourrait être le taux de turnover, donc les entrées-sorties des salariés qui restent pas en poste, qui sont recrutés, puis finalement qui restent pas. Le taux accident du travail, maladie professionnelle qui augmente, ou en tout cas qui varie. Ainsi que la nature des accidents du travail ou des maladies professionnelles qui seraient reconnues. Est-ce qu'on serait davantage sur de la bobologie avec des faibles arrêts de travail, ou alors est-ce qu'on aurait des indicateurs plus liés à du burn-out, à du stress au travail? Il pourrait y avoir aussi une enquête, comme une sorte de questionnaire et d'évaluation du climat social dans l'entreprise qui pourrait être mis en place et suivi par les élus du CSE, qui pourrait donc vous permettre de mieux suivre tous ces indicateurs. C'est vraiment des points de repère en fait pour les élus du CSE. C'est avec ces indicateurs que vous allez pouvoir marquer les conditions de travail et de bien-être dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut faire des sondages anonymes auprès des salariés pour établir l'évolution des indicateurs de risque que nous aurons définis? Oui, tout à fait. Ça fait partie des possibilités de la part donc des élus du CSE de faire des sondages, de faire des questionnaires, alors anonymes ou non, hein, mais bien sûr, service par service ou dans la totalité de l'entreprise, papier ou par le biais d'un intranet ou autre, de façon à pouvoir jauger, à pouvoir évaluer le climat social. Il faut faire vraiment attention au contenu, par contre, de ce questionnaire, de façon à ce qu'il soit le plus neutre possible et qu'il puisse être le plus cohérent par rapport à une situation sur laquelle vous pourriez avoir un doute. Faites attention aux croyances, aux interprétations, aux a priori. Il faut vraiment que votre questionnaire soit le plus factuel possible. Peut-on demander à l'employeur de faire des entretiens de sortie systématiques pour établir les causes de départ? Ça peut être une suggestion. L'employeur n'est pas tenu de s'y conformer, mais ça peut être effectivement une piste pour que à chaque fin de saison, par exemple, quand il y a des emplois saisonniers, quand ils s'en vont, on les reçoit pour savoir comment se sont passées leur saison, savoir si voilà si ça s'est bien passé ou non. De la même manière qu'il peut y avoir des entretiens donc annuels avec l'ensemble des salariés. Et effectivement, à chaque départ, que ce soit des départs volontaires ou non, au moins une restitution auprès des élus du CSE pour expliquer la nature du départ et éventuellement, effectivement, demander aux salariés sortants ce qu'il en est exactement. Ça peut être possible. Dans le cadre des absences, comment savoir la cause des arrêts maladie car les données médicales sont confidentielles? Effectivement, même quand l'employeur reçoit un arrêt maladie, si le salarié ne se trompe pas de voler, il n'y a pas la nature de l'arrêt maladie. Donc ça va être assez délicat de savoir pourquoi on est en arrêt maladie. Alors déjà, il peut y avoir comme indicateur le fait d'être en arrêt maladie de droit commun, ce qu'on appelle, ou en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle. Ça, on le sait. Et ensuite, il peut y avoir du coup une enquête ou une pré-enquête qui va permettre de sonder au sein de l'équipe ou au sein du service s'il est remonté un mal-être en particulier.
sur ce salarié. Sachant qu'il faudra bien sûr creuser et qu'on ne peut pas se contenter que des on-dit ou des retours qui peuvent être fixés, qui peuvent être remontés dans ce genre de sondage. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Il peut y avoir aussi une intervention du médecin du travail qui va pouvoir donner, alors sans donner les informations médicales, hein, bien sûr, mais donner un curseur concernant le climat social dans l'entreprise par rapport aux salariés qui reçoit. Et puis après, voilà, on sait très bien que même si les données médicales sont confidentielles, les salariés parlent quand même entre eux et il peut y avoir des informations qui peuvent mettre la puce à l'oreille ou qui peuvent aider en tout cas à déclencher ou à se positionner de la part du CSE, en sachant quand même qu'il faut faire très très attention à aller beaucoup plus loin que le simple on dit ou la simple information qui est remontée en tant que telle. Si les RPS ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles, comment faire? Oui, attention, tous les risques psychosociaux ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles en tant que telles, hein. C'est au sein même de l'entreprise que, par le biais de l'enquête, vous allez pouvoir diagnostiquer, conclure si le RPS a causé une réelle souffrance au travail ou non, et du coup, comment y pallier. C'est vraiment l'enquête qui va vous permettre de déterminer, qui va vous aider à jauger l'implication et la gravité du RPS qui a été signalé au départ. Il peut y avoir la possibilité d'un cas où le salarié va juste avoir besoin de parler sur le moment et puis ça va aller mieux pour lui et il n'y aura pas de suite plus importante à donner. Et puis, il va y avoir aussi les cas où il va y avoir un gros travail de suivi et d'action à mettre en place pour stopper justement les risques psychosociaux qui auraient été révélés. Le médecin du travail fait un rapport annuel dans les entreprises employant plus de 300 salariés. Alors, dans les textes, oui, dans la réalité, c'en est tout autre. Ça dépend vraiment de la médecine du travail. Et en fait, dans les entreprises de plus de 300, il y a le programme de prévention et surtout le rapport de prévention qui doit être présenté au moins une fois par an, où effectivement, le médecin du travail est censé intervenir. Dans la réalité, c'est pas aussi simple. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas l'employeur de rendre ce rapport et de se pencher sur la question. Sachant qu'en plus, dans les entreprises de plus de 50, il y a la BDESE, donc la base de données économiques et sociales et environnementales qui est obligatoire et qui peut déjà donner aussi des indicateurs et des éléments en fonction du contenu de cette BDESE pour vous permettre, vous, élus du CSE, de vous rendre compte d'une situation ou non de RPS. Est-ce qu'on peut conseiller aux salariés de fournir une copie de leur arrêt de travail incluant la cause de l'arrêt au médecin du travail? Alors, c'est très très délicat. Attention, le dossier médical fait partie vraiment des données personnelles du salarié. Je vous conseille pas de leur donner ce genre d'informations ou de conseils. Généralement, vous pouvez par contre leur dire, même si vous n'êtes pas obligatoirement vu par le médecin du travail, n'hésitez pas à demander un rendez-vous auprès de la médecine du travail pour parler de votre situation et pour que le médecin du travail soit au courant et puisse l'intégrer donc dans votre dossier et tout ça. On sait que les salariés, selon le temps pendant lequel ils sont en arrêt maladie, n'ont pas l'obligation d'être vus en visite de reprise. Ça va dépendre voilà, de la durée, mais il y a quand même cette possibilité de la part du salarié de demander donc une visite auprès du médecin du travail. Et il y a la possibilité aussi que l'employeur demande une visite auprès de la médecine du travail pour que le salarié soit vu. Donc les élus du CSE peuvent être à l'initiative de cette suggestion, de ce conseil, aussi bien auprès du salarié qu'auprès de l'employeur.
Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points sur lesquels vous voulez que je donne des précisions, en matière donc de risque psychosocial? Hop, je vous laisse le temps d'écrire. Donc on fait vraiment attention puisque, il y a, il y a une forte subjectivité quand même dans la notion de RPS. Comme je vous dis, tous les salariés ne vont pas vivre les choses de la même manière. Pour autant, on peut tous se retrouver à un moment donné dans une situation de RPS. Donc, il faut faire très attention et quoi qu'il en soit, même si c'est pas codifié de façon très stricte, il y a vraiment une obligation et des enjeux très importants en matière de conditions de travail, de climat social, de qualité de vie au travail, la fameuse QVT, qui doit tenir compte du stress au travail et de façon plus loin encore, les RPS. Autre outil qui peut vous permettre d'analyser les RPS ou d'avoir en tout cas une remontée d'informations concernant les RPS, c'est le document unique des risques. Chaque entreprise qui a au moins un salarié doit avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels et avec les réformes, on a vraiment l'obligation d'inclure dans ce document unique des risques la partie stress au travail, mais la partie aussi RPS de façon plus générale. Alors, j'ai eu un bug, je voyais plus vos dernières questions, pardon. Un cas où RPS n'ont pas été avérés, conséquences pour le salarié et pour le CSE. Alors, comme je le rappelle, le CSE doit intervenir, pour autant, il a une obligation de moyens, pas de résultats. Donc, si l'enquête qui a bien été suivie, où tout a été respecté, amène à un compte rendu, à un diagnostic que le RPS n'a pas été avéré, il faut, quoi qu'il en soit, un retour de toute façon auprès du salarié concerné. Et si un doute subsiste, ou si le CSE n'est pas d'accord avec les résultats de l'enquête qu'il a lui-même menée, il faut faire attention, il peut y avoir un complément par la suite. Quoi qu'il en soit, que l'enquête ait révélé ou pas une situation de RPS, ça n'empêche pas qu'il doit y avoir un suivi à la fois du salarié directement et du facteur qui aurait pu déclencher donc ce RPS. Je vous conseille en tant qu'élu du CSE de demander à l'employeur ou alors vous-même, voilà, de faire quoi qu'il en soit un retour auprès du salarié et de suivre toute situation qui aurait été soulevée pour être sûr qu'il n'y ait pas eu un loupé quelque part ou qu'une situation ne s'aggrave pas ou ne se représente pas. Vous avez parlé d'un changement. Avez-vous le texte de référence ou être d'infos légales à respecter? Donc, comme je vous disais, les RPS en tant que tels ne sont pas codifiés dans le Code du travail. Par contre, c'est la loi de août 2021, je crois le 2 août 2021, qui est venue renforcer en fait tout ce qui était prévention en santé au travail. Et de cette loi a découlé un décret qui est paru en mars 2022, avec une entrée en vigueur en mars 2022, au 31 mars 2022, et qui impose du coup d'intégrer notamment par exemple les RPS dans le document unique des risques, et qui donne un pouvoir d'action aux élus du CSE en matière d'enquête pour tout ce qui est RPS.
Quelle responsabilité pour le CSE s'il a failli à alerter? Alors, le CSE dans les entreprises de plus de 50 a la personnalité morale, donc potentiellement, il pourrait avoir sa responsabilité engagée, même en termes de contentieux et devant les tribunaux, s'il n'a pas rempli son obligation de moyens et son rôle en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc il faut faire attention, il faudra prouver que le CSE avait connaissance ou non. S'il avait connaissance, qu'il a respecté vraiment toutes les procédures et qu'il a utilisé tous les moyens qui étaient mis à sa disposition pour pallier à la problématique. Et s'il n'avait pas connaissance de la situation, encore une fois, pouvoir le prouver pour pouvoir dégager sa responsabilité. Faire très attention, l'employeur conserve son obligation de résultat, mais le CSE ne doit pas refuser d'intervenir et doit même provoquer certaines actions quand il a connaissance et que soit les salariés, soit l'employeur se mettraient un petit peu en défaut à ce niveau-là. On a des employeurs qui essayent d'évincer ou qui essayent de minimiser le plus possible. Ça arrive. Le CSE ne doit pas pour autant se laisser faire parce que si la situation se dégrade ou devient de plus en plus importante, la responsabilité du CSE pourrait être engagée en disant mais vous étiez au courant et vous n'avez pas agi autant que vous auriez pu. Le CSE, de façon unilatérale, a la possibilité de contacter l'inspection du travail pour lui demander d'intervenir, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc n'hésitez pas après à nous solliciter de façon individuelle par mail si vous voulez être accompagné sur cette thématique pour vous aider soit à créer des outils, pour accompagner votre CSE si jamais il y avait une situation de RPS dans votre entreprise. Nous avons les experts qui peuvent vous accompagner à tout niveau dans ce genre de situation, soit par le biais de formation, soit par le biais d'audit, soit par le biais d'accompagnement pour les élus du CSE dans la rédaction de résolutions ou pour être accompagné si enquête il doit y avoir, la création d'outils donc concernant l'enquête, concernant le questionnaire, concernant la rédaction du compte-rendu, l'attitude aussi à adopter avec les différentes personnes que vous allez rencontrer pendant l'enquête, la communication qui doit être faite avec l'employeur, avec avec l'ensemble des salariés, la mise à jour ou pas du document unique des risques en fonction de ce qui a été révélé pendant l'enquête ou en fonction donc du signalement RPS. Et surtout le suivi. Faites vraiment attention au suivi concernant un signalement de RPS dans votre entreprise. Dans le cadre d'une commission SSCT en CSE central et par rapport au rôle des membres élus d'un CSE d'établissement, comment cela s'articule? Tout dépend où est-ce que le RPS a été soulevé. Il peut y avoir une commission SSCT en CSE central. Pour autant, les élus du CSE par établissement conservent quand même leur rôle en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, si la situation de RPS a été révélée au sein de l'établissement, les élus du CSE peuvent être amenés à mener l'enquête eux directement. Tout dépend aussi de comment les rôles ont été répartis dans le règlement intérieur du CSE. Soit les élus du CSE d'établissement vont quand même devoir faire remonter l'information et la position à la commission SSCT du CSE central, qui va peut-être du coup être amenée à intervenir, soit il va y avoir une délégation qui va être qui est prévue dans ce cadre-là. Si un doute existe, n'hésitez pas à faire remonter la question et à demander le positionnement.
mais le CSE d'établissement conserve les prérogatives en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et dans la logique est le plus à même de mener l'enquête, vu qu'il est sur le terrain directement et il aura les informations de façon plus concrète. Donc, je vous rappelle que vous avez différents outils qui sont mis à votre disposition, les enquêtes, les questionnaires RPS, le document unique des risques, la médecine du travail, l'inspection du travail, les entretiens individuels aussi peuvent être révélateurs de facteurs RPS, des cellules d'écoute ou de prévention RPS, des formations, des campagnes de sensibilisation, et aussi tout ce qui est négociation collective ou création d'une charte même concernant la prévention des RPS. La communication interne reste vraiment l'élément et l'outil le plus indispensable et le plus efficace pour arriver à dissocier les différentes situations et à soulever des situations de RPS. La veille réglementaire aussi, puisque voilà, il y a eu des petites choses qui sont, il y a eu des réformes, donc il faut faire attention à ça, et vous pouvez donc vous appuyer dessus, notamment pour les diagnostics RPS et pour les enquêtes, voire même les expertises, quand on est du coup quand on en est à ce stade. Est-ce qu'on peut demander à voir les entretiens individuels lors d'une enquête? Alors, en tant qu'élu du CSE, quand vous êtes en charge de l'enquête, vous avez accès aux entretiens individuels qui ont été menés, puisque ensuite, dans le compte-rendu et dans le positionnement du CSE pour connaître donc la conduite à tenir et les solutions qui découlent de la situation, vous allez avoir l'information. Le salarié qui est mis en cause peut avoir accès à son entretien à lui. La personne qui a fait le signalement RPS, ou en tout cas qui est victime de la situation RPS, peut avoir aussi accès à son entretien individuel. Par contre, les autres salariés de l'entreprise n'ont pas accès au contenu de l'enquête. Il y aura le compte-rendu, donc qui va leur préciser si le RPS a été révélé ou pas, et quelles sont les actions qui vont être mises en place pour l'arrêter et pour bien suivre que l'amélioration se fasse. Pour autant, ils n'auront pas accès à plus. Par contre, vous, en tant qu'élu du CSE, oui, vous avez l'accès aux entretiens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous, en tant qu'élu du CSE, n'hésitez pas. Alors, sans non plus mettre l'accent sur des situations où où il ne faut pas non plus s'alarmer qu'autre chose. On sait que les RPS existent, on sait que on va de plus en plus se pencher sur des situations de RPS et surtout de prévention de RPS, puisqu'il y a eu des réformes qui demandent à ce que l'entreprise, au sens large, donc l'employeur comme les élus du CSE, s'impliquent davantage. Qu'on nous rappelle bien que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger donc la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, ça passe par un programme de prévention des risques professionnels dans lequel on intègre toutes les mesures liées avec les RPS. Donc, ça passe des campagnes de sensibilisation, aux diagnostics, aux enquêtes, aux expertises, et surtout, voilà, encore une fois, toute la partie suivi de n'importe quelle situation qui aurait été révélée. Même si le suivi n'est pas long, même si la situation n'est pas critique, il faut vraiment remplir la partie anticipation, action, suivi, pour pouvoir donner une légitimité à la procédure qui aura été donnée.
si vous n'avez plus de questions, bah, écoutez, je vais vous remercier pour votre participation. N'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez besoin d'un accompagnement spécialisé par rapport à, je vous dis, à une situation dédiée que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez à l'affût des prochains mails qu'on va vous adresser puisqu'il y a d'autres webinaires qui sont prévus ce mois-ci. Et puis, vous avez aussi la permanence spécifique pour les élus du CSE où vous pouvez prendre rendez-vous de façon individuelle et personnelle, confidentielle aussi, et où je réponds vraiment à vos questions de façon très ciblée et très individuelle. C'est gratuit et c'est un rendez-vous qui se fait voilà aussi en ligne. Vous prenez un créneau de rendez-vous, vous me posez vos questions et on en parle voilà de façon beaucoup plus concrète que ce qu'on peut éventuellement aborder en webinaire où on est sur des termes et des situations plus générales. Je vous souhaite une bonne journée et il n'y a pas de souci, on prend contact avec les personnes qui sont en demande. Au plaisir de vous revoir tous, bonne journée.